3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Hervé Gouletker est avec nous, Senior Economic Advisor d'Accuracy. Bonsoir Hervé. Bonsoir Grégoire. Notre Hervé nous accompagne, Hervé Guez, directeur de gestion de Mirova. Bonsoir Hervé. Bonsoir Grégoire. Et Benoît Pelloil est également à nos côtés, le directeur des investissements de Natixis Wealth Management. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Bienvenue messieurs, merci d'être avec nous. Benoît, vous avez travaillé votre Kevin Walsh, donc supposé succéder évidemment à Jérôme Powell sous réserve de la validation du Sénat, mais vu son parcours et son profil académique, le test du Sénat ne sera qu'une formalité, semble-t-il. Que veut Kevin Walsh? Que prône-t-il pour la Fed? Et est-ce qu'il faut imaginer une Fed très différente sous présidence d'un Kevin Walsh par rapport à ce qu'on a observé sous présidence de Powell, mais sous présidence de Janet Yellen ou de Ben Bernanke également précédemment? Alors sur la base de ces convictions, oui, ça peut être assez... ça peut contraster avec l'exercice habituel de la politique monétaire. Maintenant, il faut aussi relativiser sa nomination. Le président de la Fed, il a un vote, comme tous les autres. Il n'a pas de droit de veto. Et donc, il représente donc, la majorité de ce qui est déclaré dans le comité de politique monétaire. Donc, il ne fait pas la politique monétaire tout seul. C'est quand même très important. Alors, il peut influencer, effectivement. Il peut aussi changer la composition à l'avenir, mais il ne décide pas tout seul. Il est chargé de trouver un consensus. Il est chargé de trouver un consensus. Et sur la base de ses propres convictions, ce ne sera pas évident, vu l'état actuel de la Réserve fédérale américaine. Donc, quand on regarde un peu ses convictions, effectivement, il a une réputation assez au quiche de son parcours. En 2008, alors que tout s'effondrait, il était plus préoccupé de l'inflation. Il a quitté le board des gouverneurs en 2011, notamment sur le fait d'un désaccord dans l'utilisation des outils de politique monétaire non conventionnels, le quantitative easing, avec lequel il est fondamentalement en désaccord. Donc il a cette réputation assez au quiche, mais qu'il a eu tendance à atténuer. Aujourd'hui, il n'est pas contre une baisse de taux, justement. L'idée étant pas forcément de faire plaisir au président américain, mais c'est surtout motivé par une conviction assez forte, qui est que grâce à l'intelligence artificielle, la technologie, on aura des gains de productivité, et donc l'effet à terme, il est plutôt désinflationniste. Et donc ces pressions inflationnistes actuelles ne sont pas vouées à perdurer. C'est une conviction encore, c'est une conviction qui est même peut-être un peu de l'ordre du pari encore aujourd'hui. En tout cas, on n'en voit pas les données. Oui, c'est ça. Et c'est là où, effectivement, déjà dans l'exercice de la politique monétaire, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'on s'éloigne du data dependent. Ouais. Là, on est dans de la conviction. C'est ça. C'est-à-dire on a une vision. Exactement. Une vision qui est portée. Donc ça, en ce sens-là, dans l'exercice de la politique monétaire, c'est très différent. Ce qui est assez intéressant, là où il y a une conviction beaucoup plus marquée, c'est dans l'utilisation justement de ce qui est le non conventionnel, notamment le bilan de la Fed, où là, effectivement, c'est une espèce de volonté de retour en arrière. En fait, la première conviction, c'est qu'il faut réduire le scope d'intervention de la Fed dans l'économie, dans les marchés. Donc ça, c'est quand même très, très important comme sujet. Et en fait, il considère que la problématique, c'est pas la fiscal dominance. Si les États dépensent beaucoup, c'est simplement parce que la Banque centrale leur permet de dépenser beaucoup. Ouais. À ce titre-là, c'est assez juste, puisque quand on regarde l'évolution des dernières décennies, on a aujourd'hui des politiques fiscales aventureuses, très expansionnistes, et avant cela, on a eu justement toutes les politiques de quantitative easing, de financement assez facile. Et donc effectivement, cette conviction, elle est quand même relativement étayée par ce qu'on voit. La liquidité permanente a invité les États à atteint des niveaux qui font qu'il y a des effets pervers qui peuvent se produire. Et quand on contribue à alimenter un régime de liquidité très abondante, on facilite justement les politiques fiscales relativement. Et pour lui, c'est l'origine justement fondamentale de l'inflation. C'est pas le fait que l'économie aille bien, les salaires, etc. C'est que fondamentalement, c'est parce que les États dépensent trop et que c'est à cause de politiques monétaires qui sont trop laxistes. Le deuxième élément qui est intéressant de ce point de vue-là et dont on parle beaucoup actuellement, c'est que c'est probablement à l'origine de cette fragmentation de l'économie américaine. C'est-à-dire que la façon dont on utilise la politique monétaire, c'est-à-dire on resserre les taux, mais par des outils non conventionnels et aussi la communication, on limite les effets négatifs de ce resserrement. On maintient des conditions de liquidité très abondantes sur les marchés, on fait qu'on profite aux détenteurs d'actifs. On a des marchés qui fonctionnent bien, ce sont les détenteurs d'actifs qui se comportent, qui bénéficient d'effets richesses, alors que la grande majorité de la population qui détient beaucoup moins d'actifs n'en profite pas. Et donc on est à l'origine de... Et il le mentionne justement dans un éditorial dans le Wall Street Journal. Oui, il oppose Main Street et Wall Street en expliquant que lui, son boulot, c'est de favoriser Main Street et pas Wall Street. Et là, il est dans la pure ligne d'un Scott Bessent, qu'il est arrivé au Trésor, etc. Pourquoi Trump fait ce choix-là? Donald Trump, qui n'arrête pas de nous dire, il y a encore à peine quelques jours, qu'il est très à l'aise avec le dollar, qu'il est très content de la valeur du dollar,
qui baisse, évidemment. On était à parité il y a un an, on était à 1,20 il y a quelques jours, qu'il est très satisfait de ça, que ça permet de faire beaucoup de business, qu'il estime que les États-Unis devraient avoir les taux les plus bas de la planète. Pourquoi est-ce qu'il fait ce choix qui semble être celui quand même d'un retour à l'orthodoxie, au moins sur le papier? On verra dans les faits, dans les actes et dans les déclarations publiques de Kevin Warsh au fur et à mesure. Mais si on se réfère au profil théorique, comme vous dites, pourquoi est-ce qu'il fait ce choix-là à ce moment-là, Trump? En fait, quand on regarde l'ensemble des candidats, je pense qu'il a été privilégié, c'est justement une espèce de crédibilité par rapport à cette dimension risque de perte d'indépendance de la Fed, qui est jouée en partie par le marché, même si c'est la très peur difficile. que le débasement trade prenne vraiment forme et deviennent incontrôlables par son administration. À mon sens, c'est la corde de rappel fondamentale à cette administration. C'est-à-dire que ce comportement n'est pas compatible avec une administration qui entretient un déficit de 6%, en plus sur une durée relativement longue. Quand on regarde les prévisions du Congressional Budget Office, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec le statut de réserve du dollar. Et donc il y a une corde de rappel assez forte. Lorsque les taux longs se tendent, etc. Généralement, c'est à ce moment-là où il y a les négociations, où on fait des progrès dans les négociations, etc. Et je pense qu'effectivement, c'était assez parlant de voir les propos plein de désinvolture de Trump sur la faiblesse du dollar, qui contrastait avec justement le propos de Scott Bessent dans la demi-heure qui suivait, où il expliquait que le dollar fort, c'est quand même quelque chose de très important. Et bien oui, il y a 6% de déficit aux États-Unis aussi, qu'il faut financer et qui dépendent très largement des financements de l'extérieur. Donc le risque de perte de crédibilité des actifs américains, c'est un risque fondamental qui est probablement la limite de l'exercice de cette administration. Conscient de ce risque de perte de crédibilité, conscient aussi peut-être du personnage qu'il incarne, je parle de Donald Trump, il met un adulte dans la pièce à la tête de la Réserve fédérale américaine, Hervé? Est-ce un adulte? Je ne sais pas. Je suis le plus jeune gouverneur de la Fed. Oui. Mais aujourd'hui, il est adulte quand même. C'était il y a longtemps. Krugman a dit... le nominé est Hawke lorsque les démocrates sont au pouvoir et Dove lorsque les républicains sont au pouvoir. Donc un profil très politique. Voilà, je pense que le profil est très politique. La sortie du Conseil des gouverneurs en 2011 ou 2012, c'était quand même assez politique. Non, moi, ce qui me semble intéressant à retenir, c'est vrai que vrai ou faux, il a une vision. Et en fait, son ambition, c'est de dire la trajectoire de la politique monétaire doit être calée sur une vision. Il faudra que la vision soit partagée et ça implique quand même une question grave. Après, ce qu'il dit, et ça c'est intéressant, il dit, fort du positionnement sur la trajectoire, en fait, la politique monétaire gère le cycle conjoncturel. Elle ne gère pas tout le reste. L'ennui, c'est que tout le reste a des impacts sur le cycle conjoncturel et donc il va se prendre les pieds dans le tapis à un moment quelconque parce qu'il a quand même été nommé par l'administration Trump et l'administration Trump a une préoccupation de court terme et il est grand temps d'agir, c'est que l'économie soit présentable au moment des élections de mi-mandat et dans la présentation de l'économie, il y a peut-être pas un problème de taux court, mais il y a un problème de pente de la courbe des taux. Et donc, il faudra bien que notre ami Warsh se paluche le problème de la pente de la courbe des taux. Et donc, il peut dire ce qu'il veut sur le bilan de la Fed, il n'aura pas autorisation de créer de la pression haussière sur les taux longs. Alors, Bessent, du côté du Trésor, a peut-être des contre-feux à proposer, mais il n'empêche que les degrés de liberté sont limités. Et puis, Warsh, qui paraît tout de même être plutôt quelqu'un d'un peu solo, il va falloir qu'il entraîne tout un comité de politique monétaire. Il y a deux attitudes, comme l'a dit Benoît, soit c'est quelqu'un qui sait forger des consensus, mais forger des consensus dans un groupe large, 12, mais en fait 15, c'est pas simple, il faut être à l'écoute, il faut avoir l'humilité, et ça, Powell le faisait pas mal, ou alors il faut être un dictateur comme Greenspan, mais un dictateur comme Greenspan demande des qualités de diagnostic, d'économie et de marché que très peu de gens ont eu. Moi, je regarde ça depuis Greenspan, et bien, dès Greenspan, il y en a eu un en 50 ans, ou quelque chose comme ça, disons en 40. Et donc, c'est quelque chose qui va être compliqué. Donc, la barre est quand même mise très haut. Pourquoi
Trump l'a nommé. Je pense qu'il voulait nommer Bessent. Et en fait, Bessent lui a dit tu peux pas me nommer moi, mais j'ai un petit camarade qui est pas mal, et ce petit camarade, c'est Warsh. Donc en fait, plutôt le bon fonctionnement entre un Bessent et Warsh que Trump a privilégié effectivement après cette nomination. C'est le bras armé en toute indépendance de Bessent. Pas le bras armé du Trésor, mais le bras armé de Bessent. Il faut dire que Warsh, même s'il prône pour une coopération, une imbrication, une coopération, une stratégie beaucoup plus imbriquée entre la Fed et la Réserve fédérale américaine. Dans le contexte actuel, elle est nécessaire. Elle est nécessaire parce que l'état des finances publiques est ce qu'elle est et les enjeux de demain sont importants. Mais il ne faut pas oublier que tous les deux ont eu une formation intellectuelle de macro-stratégie par la même personne. Donc en fait, ils ont le même père intellectuel. Et donc, c'était... là, je ne peux pas vous aider. Dunk Muller. Donc, en fait, il y a des plus grands gérants de hedge funds américains qui a survécu à toutes les crises depuis 40 ans. Bien sûr. Et Druckenmiller dit de Warsh qu'il n'est ni faucon ni colombe. Mais il a une plasticité. Mais c'est normal d'ailleurs de la part d'un banquier central. Il faut l'être au bon moment, l'un ou l'autre. Je vous fais réagir, Hervé Guez, mais juste encore une question à Benoît, parce que autant j'ai compris qu'une voix, un vote, et que pour convaincre les 11 autres participants au vote du FOMC ou de baisser beaucoup plus les taux, ou de renverser la politique de bilan, il faudra s'accrocher. En revanche, là où le président de la Fed, pas du président du FOMC, le président de la Fed à la main, ça peut être déjà sur le staff. Beaucoup de changements, j'imagine, à prévoir au sein du staff. Une forme de revue stratégique sur ce que font les économistes au sein de la Réserve fédérale américaine, et c'est sans doute l'institution dans le monde qui a le plus d'économistes qui travaillent pour elle. Quels sont les modèles ? Faut-il continuer de travailler avec ces mêmes modèles, etc. Sur la stratégie de communication de la Réserve fédérale américaine, là aussi, c'est des décisions qui lui reviennent, sans parler de la partie non monétaire, c'est-à-dire tout l'aspect régulation, ou plutôt dérégulation, où là aussi, il peut considérablement influencer l'agenda. J'imagine. C'est probablement une des raisons de sa nomination. C'est qu'effectivement, sur le volet de politique monétaire, il ne faut pas non plus se faire d'illusions, même s'il y a des convictions très fortes. Il fait face à un board avec lequel il doit composer, forger un consensus, et ce sera la difficulté. Mais sur tout ce volet réforme de l'institution, là, il a une liberté d'action qui est assez importante, et justement qui s'intègre dans sa vision. C'est-à-dire que cette volonté de réduire le scope d'intervention de la Réserve fédérale dans l'économie, ça correspond à ça pour pendant de réduire le degré de régulation sur le secteur bancaire. C'est-à-dire que tout son discours, notamment sur la poursuite de réduction du bilan, ça correspond aussi au fait, il en a bien conscience que ça risque de peser sur les réserves des banques, que les réserves des banques ont besoin d'être beaucoup plus importantes qu'auparavant depuis 2008, en gros, depuis le nouveau fonctionnement du marché monétaire américain, et que ça ne peut être éventuellement possible à l'avenir que si on permet de déréguler assez significativement le secteur bancaire. Et donc ça, c'est effectivement un point sur lequel il va pouvoir agir et qui aidera probablement cette administration qui vend cette idée déjà depuis très très longtemps. Hervé Guez, vos commentaires, et est-ce que vous êtes prêt à acheter l'idée que Kevin Warsh à la tête de la Fed, c'est peut-être des primes de terme un peu plus contenues sur les taux américains et un risque de débasement un peu moins fort pour le dollar? À court terme, c'est ce qui s'est passé, puisque ça a été vu comme une personnalité rassurante. Après, je suis tout à fait d'accord à ce que vient de dire Hervé Coulet-de-Cœur. Il a été nommé par l'administration Trump, qui a un agenda, enfin une vision très claire. Les mécanismes de marché, de régulation qui ont été construits depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est fini. Il faut que le politique reprenne le pouvoir. Et donc, c'est ça qu'eux, ils ont en tête. Donc, quels vont être le degré de pouvoir de cette administration en fonction des élections, les objectifs et sa capacité de résistance à cette pression phénoménale qu'a quand même mis Donald Trump sur Powell et qu'il devrait continuer à mettre. Alors après, s'il a un sentiment que c'est la famille qui est au pouvoir, il va se dire qu'il n'y aura pas besoin d'être très vocal. Mais l'agenda, en tout cas de l'administration de Trump, lui, il est très clair. C'est on reprend le pouvoir sur l'ensemble des instruments de politique, y compris de politique monétaire. Est-ce que Kevin Warsh sera la bonne personne pour résister à ça ? On verra. Il a été nommé peut-être par hasard et il va se retourner. Donc moi, j'ai pas faut être convaincant. Si on veut baisser les taux, les mettre au plus bas, comme demande Donald Trump, encore une fois, il faut être convaincant face à 11 autres banquiers centraux qui votent également. Aujourd'hui, je pense qu'il y avait un... Je ne sais pas si
Je pense que ce sera plus pragmatique que ça. Aujourd'hui, est-ce que l'économie américaine a besoin de très fortes baisses des taux compte tenu... Exactement. Donc, même Trump est capable de l'admettre, quoi. Exactement. Ouais. Donc je ne pense pas que le sujet, ce soit est-ce qu'il va baisser 4 fois les taux plutôt que 2 fois, comme attendu, 1 ou 2 fois en fonction de la conjoncture. La question est de savoir dans quelle mesure la politique monétaire qu'il mettra en place sera exactement coordonnée avec l'administration de Trump pour servir les objectifs de l'administration de Trump, qui sont moins d'inflation, $1 plus bas, des marchés qui se tiennent fortement. Donc la politique anti-quantitative easing, très bien, mais moi je veux voir ce que ça veut dire concrètement, parce que s'il faut réduire massivement le bilan de la Fed avec des marchés qui doivent rester très élevés, parce qu'aujourd'hui le consommateur américain, enfin l'effet de richesse sur les Américains des marchés est extrêmement fort, et l'administration de Trump est très regardante sur les niveaux de valorisation des actions. Voilà. Donc c'est aujourd'hui, je pense que le sujet qui est un petit peu mis sous le tapis, qui est quel est le niveau d'indépendance de la Fed avec une administration qui veut reprendre le pouvoir, on verra dans la durée quelle est la part de résistance de Kevin Warsh. Moi, je ne me prononce pas aujourd'hui. Mais d'ailleurs, non, mais justement, c'est très intéressant. Mais effectivement, je pense que le message pour les marchés, c'est généralement ce retour en arrière, ça s'est pas très bien passé. On a quand même eu des tentatives de réduction de la taille du bilan. Ça a été douloureux et la Fed a dû faire marche arrière, intervenir d'urgence. Ça s'est pas bien passé. On l'a vu encore en fin d'année dernière. Il a fallu mettre fin à la réduction du bilan et mettre en place un nouveau programme, alors de très court terme, de gestion des réserves, comme ils appellent ça aujourd'hui. Alors attention, en revanche, quelque chose qui est de façon plus pragmatique sur les marchés, c'est que dans sa façon de communiquer, justement, on peut peut-être éventuellement s'attendre à un discours qui sera peut-être un peu moins conventionnel, un peu moins tendance à ménager les marchés. Donc, potentiellement déjà un exercice de la politique monétaire plus basé sur la conviction que sur les données réelles. Et deuxièmement, en termes de communication, cette idée que la Fed est toujours là, présente pour soutenir les marchés en cas de problème, etc., c'est quelque chose qui pourrait éventuellement être un peu mis en sourdine avec un personnage comme lui. Donc ça, c'est quelque chose qui, en termes de réaction des marchés, peut être quelque chose à suivre avec attention. On verra. Je crois qu'il a une vision quand même de reprendre en main aussi la stratégie de communication de la Fed. Alors ça concerne le chairman qui le sera, mais ça concerne aussi tout le monde. Je crois l'avoir entendu dire dans une interview il n'y a pas très longtemps sur les médias américains. Il trouve que la Fed parle trop, quoi, en gros. Enfin, je veux dire que les gens s'expriment trop et que... on parle un peu trop en permanence de politique monétaire. Oui, alors un mot encore là-dessus, moi, je pense avec Goulet-Kerr. Puis, il ne faut pas regarder les taux courts, il faut regarder les taux longs. Et du côté des marchés actions, c'est sans doute à quelques mois devant nous moins important, parce que pour les élections, c'est plutôt les gens qui n'ont pas d'actions qui comptent que les gens qui ont des actions. Donc en fait, les taux longs, les taux hypothécaires, c'est ça qui est important à l'horizon des 6 mois prochains. Avec un objectif, ne pas déposséder non plus les propriétaires qui ont acquis des biens immobiliers et ne pas faire baisser la valeur de leurs biens immobiliers. Enfin, tout ça est compliqué, quoi. Il y a beaucoup de monde à contenter. Il y a beaucoup de monde à satisfaire. Parlant du marché de l'IA, si vous le voulez bien, Hervé, Guez, je trouve que la séance du jour est encore assez emblématique de ce qu'on observe sur les marchés depuis, plusieurs mois maintenant, notamment depuis la deuxième partie d'année 2025, un marché très radical et très polarisé dans l'idée qu'il a des gagnants et des perdants de l'intelligence artificielle. Alors je mets de côté la partie hardware et les fabricants de modèles, enfin qui sont vus comme des gagnants encore aujourd'hui par le marché, mais là je veux qu'on parle de toutes ces boîtes de logiciels. Alors là visiblement c'est la partie juridique qui se fait attaquer aujourd'hui parce qu'Anthropic sort un nouvel outil IA pour les équipes juridiques, mais une boîte comme Relix au Royaume-Uni, qui a un département legal, qui est un gestionnaire de données historiques, qui remonte parfois sur des dizaines d'années, on se fait encore massacrer aujourd'hui. Wolters Kluwer aux Pays-Bas, et puis c'est Publicis chez nous, et Capgemini, SAP, enfin voilà, tout cet univers-là est voué à disparaître. Ouais. Je ne sais plus qui disait les marchés ont toujours raison, mais ils changent d'avis tous les jours. Ça fait quelques mois qu'ils sont assez monomaniaques, justement, assez obsessionnels sur cette idée-là. Assez obsessionnels. Et donc ça ne change pas. Donc si en tout cas il y a un endroit où les marchés ont raison, il y aura effectivement des gagnants et des perdants. Est-ce que le marché sait aujourd'hui quels seront les gagnants et les perdants? J'en doute très fortement. Par exemple, alors c'est pas coté, mais les valorisations que vous avez mentionnées en introduction. Donc ça c'est dans les gagnants, ça. Ça c'est dans les gagnants, mais 250 milliards. Je ne sais pas si vous avez été impressionné par Grok. Est-ce que Grok sera le gagnant de demain face à ChatGPT, Anthropic, Gemini? C'est pas gagné. Et donc, ça paraît surtout comme une très bonne opération patrimoniale d'Elon Musk, parce que c'est une valorisation à 250 milliards, sur pas grand-chose, sur une levée de fonds enfin, pas grand-chose, sur une levée de fonds de 20 milliards,
sur une entreprise qui perd aujourd'hui, qui consomme à environ 1 milliard de cash par mois. Qu'il va adosser à une entreprise, essentiellement grâce à Starlink, qui génère 8 milliards par an. Donc, je ne sais pas qui sont les particuliers qui sont exposés via des tokens ou autres instruments à la valeur de SpaceX. Ouais. Moi, je m'allégerais de SpaceX si j'étais... voilà, donc c'est On verra, il y a peut-être un moment de vérité avec le marché, il y aura un moment de vérité dans 3-4 mois. Aujourd'hui, la capacité de monétisation de cette partie-là, qui est essentiellement dans le notre côté, elle est questionnable. Et les valorisations, enfin, clairement, on est sur quelque chose où il faut mettre une hypothèse à 5 ans dans lequel on a fait x4 sur les revenus. Et on est sorti on ne peut même pas dire fois quelque chose, puisque c'est des pertes. Il faut être passé à une profitabilité. Inversement, le marché ne regarde plus du tout les résultats, le PE à 1 an ou à 24 mois. De Palantir de Palantir du même côté, mais des entreprises de software ou de logiciels que vous regardez, en disant le sujet, c'est pas quel sera leur multiple de résultats dans 1 an ou dans 2 ans, c'est que leur modèle va se faire disrupter et dans 5 ans, elles seront par terre. Il y aura probablement de ça sur certains segments de marché, mais pas très largement, pas aussi largement que c'est dit. Donc oui, je pense qu'il y a de l'exubérance aujourd'hui sur ça, mais est-ce que pour autant les marchés vont changer d'avis demain ? Je me garderais bien de dire ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une focalisation sur on ne sait pas encore et on préfère attendre de voir que la poussière retombe un petit peu sur comment ces acteurs vont s'intégrer. Je ne pense pas qu'il y ait un rebond massif. Ce qui va rassurer les marchés, autrement dit, ce n'est pas une publication de résultats un peu rassurante. Publicis, c'était très bon. Hein, voilà, ou un petit miss de SAP. Le marché n'a pas envie de ça aujourd'hui. Il questionne la pérennité du business model. Qu'est-ce qui peut renverser ça ? Qu'est-ce qui va pouvoir... Vis-à-vis de ça, dans un marché qui est aujourd'hui devenu très retailisé, notamment un marché américain, jouer le rebond et voilà, je pense qu'il faut... J'attendrais plutôt inversement. Il y a des segments de marché, on a parlé SpaceX, etc. On a aussi, dans l'IA, des choses assez hallucinantes de valorisation sur les robots humanoïdes. On a l'impression que les robots humanoïdes vont débarquer dans 3 ans, quand on voit le temps que ça prendra encore pour développer ça. Donc je pense que ce mouvement de balancier va plutôt revenir comme ça, c'est-à-dire la déception sur le marché a raison sur le point d'attrissage en mode il va y avoir de la disruption. Mais on va s'adapter à la trajectoire et aux horizons. Il va trop vite, comme souvent, c'est-à-dire je pense qu'il voit juste sur le fait qu'il va y avoir de la disruption, mais il va trop vite, et donc il va falloir que cette partie d'emballement sur les promoteurs d'IA, robots humanoïdes, logiciels en bout de chaîne, se dégonfle pour que ça retrouve un peu d'allant sur l'économie traditionnelle. Une fois que toutes ces boîtes seront cotées, ce sera plus facile. La vérité quotidienne des prix fait que ce sera peut-être plus facile de vérifier la bonne, le bon point d'équilibre ou la bonne fair value pour alors une Anthropic, une SpaceX, pourquoi pas une OpenAI demain en bourse. Oui, mais bon, c'est une bonne façon, en tout cas, c'est un bon moment pour eux d'introduire. Donc Elon Musk, paraît qu'il vise son anniversaire pour l'introduction. Non, l'alignement de Jupiter et Vénus, c'est encore plus précis que ça. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? C'est pour ça. Oui, c'est le même mois, c'est au mois de juin. Et pourquoi pas ? Non, je pense qu'on est effectivement dans une phase qui est exagérée, mais qui peut durer parce qu'elle est plus basée sur qu'est-ce qui va se passer sur les 12-24 mois, mais sur une conviction de disruption à 5 ans, et que ce sentiment bouge. Va prendre probablement du temps. On est dans l'idée que le marché peut parfois être plus longtemps irrationnel que vous n'êtes vous-même solvable. C'est toujours un peu ce moment compliqué pour celui qui pense avoir compris, mais qui se bat face aux autres dans le marché. Il y avait un petit calcul macro qui était fait la semaine dernière par Michel Martinez de Société Générale. Je le salue. Alors, il faut réécouter l'émission, mais grosso modo, l'idée, même en étant un peu conservateur, qu'on va atteindre des dépenses de CAPEX horizon 2030 de l'ordre de 800 milliards de dollars par an. Donc, pour le financement des infrastructures IA, donc des rapports McKinsey, etc., qui s'occupent de faire ce genre de projection. Pour rentabiliser cette masse-là à horizon 2030, il faudrait que la croissance mondiale s'élève de plus d'1 point.
qu'on passe de 3 à plus de 4% de croissance mondiale pour rentabiliser tous ces investissements. Donc, ce qui serait quand même un saut majeur. Et je demandais à Michel Martinez la dernière fois que la croissance mondiale avait été supérieure à 4%. Je crois qu'il n'a pas su me répondre. Donc, la croissance mondiale supérieure à 4%, oui, ça remonte les à 30 glorieuses, un paquet de temps. Oui, c'est ça. Ça remonte à il y a un paquet de temps. Sur les 10 ou 15 dernières années, on ne l'a pas vu. On n'a pas connu ça. Si, on a peut-être connu ça en 21, mais pour des raisons particulières. Oui, 21 effectivement. Oui, le 2020. rebond post-Covid. Voilà. Non, vous avez raison. Mais en fait, la croissance folle de l'année 2021. Moi, j'ai 3 réflexions sur le sujet. La première, c'est que sur le marché de l'IA, on focalise beaucoup sur l'offre, les tombereaux de nouvelles offres qui arrivent, alors que ça soit du hard, que ça soit du soft. Et du côté de la demande, c'est beaucoup moins clair, parce que, en fait, les produits d'intelligence artificielle pour les juristes, pour les cabinets de conseil, etc. Il y en a déjà depuis un certain temps, et les avocats, les conseils, ça fait longtemps déjà qu'ils se sont emparés de ces outils. Alors, il y a de nouveaux outils qui apparaissent, et peut-être qu'ils ont mis de l'argent pas au bon endroit, c'était pas les beaux outils, il faut en acheter d'autres. Mais donc, qu'il y ait une réaction très forte, moi je suis un peu étonné parce que, en fait, le processus est engagé. Mais il me semble que lorsque l'on regarde sur l'appropriation par les clients d'outils de la demande, aujourd'hui, ça va pas très loin, c'est hésitant. Et en fait, pour que l'on ait un vrai succès et qu'on ait un potentiel de croissance qui augmente, les chiffres cités par Michel, il faudrait vraiment qu'on ait un meilleur équilibre entre l'offre et la demande, et pour le moment, ce n'est pas le cas. Du côté de la macroéconomie, ce qu'il faut savoir, c'est que la tech aux États-Unis, ça pèse 4 points de PIB. Alors, avant que les 4 points de PIB nous permettent de créer 1 point de PIB supplémentaire, c'est beaucoup. Et je pense qu'on n'en est pas là. Et puis, il ne faut pas oublier la question des financements, parce qu'on parle de chiffres vertigineux. Mais en gros, il faudrait, pour financer les investissements, doubler, tripler le free cash flow des entreprises de la tech. On va faire de la dette, Hervé. Alors donc ça va être payé par la dette. Bien sûr. Non mais ça, je suis d'accord que le modèle s'apparente à ça, mais en n'oubliant pas que l'idée que tout ça va se payer par la dette, c'est quand même relativement récent. Jusqu'à l'été dernier, on disait ces boîtes-là sont toutes cash rich, et donc c'est extrêmement vertueux. Aujourd'hui, on est en train de dire faudra tout plein de dettes. Alors pour le moment, les conditions d'endettement des boîtes de l'IA sont plutôt bonnes, mais avec... Tout le monde veut de la dette, Microsoft, Google... Mais avec les tombereaux à venir et l'environnement macroéconomique qu'on vient de décrire, où on a peut-être des soucis sur la partie longue de la courbe, tout ça va pas de soi, sauf à ce que la rentabilité soit vraiment là. On a d'ailleurs franchi le $1 trillion d'émissions obligataires sur cette année 2026, avec, je crois, quelques jours d'avance par rapport au précédent record de l'an dernier. Et juste un mot encore, pour revenir au software, je crois que le secteur des softwares, c'est une exposition très importante de ce qu'on appelle les Business Development Companies, Benoît, les BDC. Je crois que c'est donc qui donne accès au crédit privé, au marché de crédit privé pour financer justement l'IA, entre autres. Et c'est 20% d'exposition au secteur des logiciels, pour ces BDC, par exemple. Donc on voit bien le risque de marché qui peut assez vite spiraler si on a un problème quelque part. Et c'est la nouveauté, effectivement, Hervé a parfaitement raison. On est passé de la phase un peu de la magie autour de l'IA, ça va être génial, tout le monde va en profiter. En fait, on voit que c'est plus compliqué que ça. Il va y avoir déjà, on aimerait bien voir ces gains de productivité de façon tangible se diffuser de façon beaucoup plus concrète. Mais effectivement, c'est la nouveauté. Et c'est pour ça que le statut de la tech, pour les investisseurs, est en train d'évoluer. Il y a évidemment cette perception plus risquée de la visibilité sur les profits. Évidemment, quand on envoie des montagnes de capex, on sait que ça va être difficile à rentabiliser. Mais la nouveauté, c'est effectivement la dette. Et je regardais justement comment se comportaient les spreads sectoriels aux États-Unis. Le spread high yield sur la tech s'écarte significativement du spread high yield classique, qui lui continue justement. Alors j'imagine qu'un émetteur comme Oracle doit tout de suite peser un peu plus. Voilà. Et ça, c'est une nouveauté. Ça posait aucun problème. Jamais on se posait la question de la dette pour la tech. C'était absolument fantastique. On autofinançait même auparavant. C'était un des grands critères qualité pour le secteur.
c'est pas la cata, mais c'est en train de changer en termes de perception. Et on le voit sur tous les points de vue, le secteur, il y a une perception qui change. L'intensité capitalistique est beaucoup plus importante. Généralement, sur les marchés, une telle intensité capitalistique, ça ne justifie pas de multiples aussi élevés en termes de valo. Donc, il y a une migration, un changement d'état d'esprit sur les fondamentaux du secteur. C'est pas dramatique, en fait, c'est le sens de l'histoire. Mais il faut bien l'avoir en tête. En fait, tout le monde ne va pas en profiter de la même manière ou de la même ampleur, en tout cas. C'est en train de devenir des utilities ou on n'en est pas là encore quand même On parle de choses très différentes en fait. Ouais. On parle de choses très différentes, c'est-à-dire il n'y a pas d'inquiétude, et ça reste vrai sur la partie amont, enfin la partie construction des infrastructures, les puces, les data centers, et là-dessus, la plupart des entreprises sont effectivement et restent en free cash flow. Donc on a la rentabilité de ça, ce qui pourra être fait. Donc ce qu'on est en train de découvrir, c'est que l'IA, c'est pas un secteur, c'est une chaîne de valeur. Et dans cette chaîne de valeur, aujourd'hui, effectivement, le marché pour l'instant continue d'acheter à peu près tout, puisqu'il valorise correctement les acteurs en free cash flow. Je dis correctement parce qu'on est sur des multiples relativement élevés, mais qui n'ont rien à voir avec des données d'exubérance. Et donc sur ces acteurs-là, ce qui peut plutôt prêter à questionnement à moyen terme, c'est plutôt le niveau de marge et de capacité à maintenir le niveau de profitabilité actuel qu'ils ont. Mais il n'y a pas sujet de dette, de financement, de rentabilité des investissements, puisqu'ils vendent des machines à d'autres et ils sont en free cash flow. Donc sur ce segment-là, j'ai envie de dire, c'est à terme, c'est plutôt la trajectoire effectivement d'investissement, mais qui reste sur les années à venir extrêmement fort. On en parlera sur la partie souveraineté. Enfin, tout le monde veut y aller. L'histoire du CAPEX, elle est intacte pour l'instant. Elle est encore là. Donc sur ce segment-là, il y a plutôt un consensus de se dire c'est plutôt le niveau de marge qu'il faudra surveiller, mais il n'y a pas de survalorisation ni de risque de dette. Par contre, la partie sur laquelle il y a potentiellement un risque de dette et de marchés finaux et qui va gagner entre les autres, pour l'instant, le marché essentiellement du non-coté l'achète totalement, alors que ce soit des acteurs cotés ou non cotés, mais la grosse partie est non cotée, c'est-à-dire la valorisation d'OpenAI qui pourrait sembler un peu plus raisonnable que celle de XAI, c'est quand même 2 fois celle de XAI, mais voilà, enfin, on est sur des niveaux avec des sociétés qui restent qui ont des besoins de financement, et donc c'est bien tout le sujet, c'est est-ce que ces tours de table vont pouvoir être accompagnés par le private equity, la dette a pris le dessus, et donc évidemment ils recherchent à lever des fonds en faisant de l'introduction. Et le petit grain de sable. Voilà. Donc on est en train de parler de 2 choses différentes dans l'IA. Ma conviction profonde, c'est que le marché a raison, encore une fois, sur le fait, est-ce que la révolution de l'IA est un événement majeur comme l'aura été Internet, etc. Oui. Est-ce qu'il y aura de la disruption dans la façon de travailler? Oui. Est-ce qu'il va y avoir des business models qui vont être au tapis? Oui. Est-ce que je pense que ça va être une révolution technologique majeure. Là où, encore une fois, comme souvent le marché son défaut, c'est quelquefois qu'il va, il va trop vite. Donc je pense que le passage de ça, l'intégration dans les outils de travail quotidien, etc., va prendre quand même un peu plus de temps que ce que le marché semble vouloir valoriser. Et il y aura des phases de déception. Et il y aura des phases de déception, mais par contre, oui, il y a de la distribution. Et donc c'est ça qui est compliqué, c'est de dire qu'aujourd'hui, est-ce que pour sûr, ça devient délirant d'avoir des multiples à 12, 14 fois dans certaines entreprises de services qui sont installées sur une rente qui paraît forte, probablement pour certaines qui pourront intégrer l'IA et continuer à leur servir. En même temps, est-ce que pas à 5 ans, mais à 10 ans, 15 ans, est-ce qu'il ne va pas y avoir des nouveaux entrants avec l'IA? Non, mais c'est pas... mais c'est des vraies questions. Donc ce phénomène d'incertitude. Voilà. Et donc, quand on parle de l'IA, je pense qu'il va falloir apprendre à décomposer la chaîne de valeur de l'IA et pas parler de l'IA de façon générale ou de multiples de façon générale, mais parler de chacun des segments de l'IA. Et donc, face à l'IA, il y a la souveraineté européenne. Enfin, la tech américaine, il y a la souveraineté européenne. Mais qui est un bon angle pour rentrer. Un bon angle pour rentrer dans le sujet de la souveraineté. Alors, comment on aborde ce sujet de la souveraineté aujourd'hui? Parce que là, c'est des stratégies et des fonds, ils s'en lancent tous les jours, enfin au moins toutes les semaines à Paris. Des fonds souveraineté, on en voit quand même pas mal, Hervé. C'est quoi comment on s'expose à ce thème-là? Et est-ce qu'il y a une vraie réalité d'autonomie stratégique à l'arrivée pour l'Europe, quoi? Alors, est-ce qu'à l'arrivée, il y aura une autonomie stratégique pour l'Europe? Je me garderai bien de répondre à cette question. C'est bien ce pourquoi on investit, quoi. Évidemment. Mais aujourd'hui, est-ce que l'Europe est un peu
elle est en train de vivre un virage, c'est-à-dire elle s'est construite une dépendance de sourcing avec la Chine et d'autres pays émergents, et elle a une dépendance technologique avec les Américains. Elle reste la seule zone qui continue à essayer de croire aux règles multilatérales construites après-guerre, et donc elle est en train de découvrir le retour du politique, de la puissance, de la force, de l'affirmation de soi. Donc, si l'Europe doit vivre un moment, une inflexion, c'est maintenant. Donc, de ce point de vue-là, oui, le thème fait du sens. Ouais. CF, la tribune de Stéphane Séjourné, reprise par l'ensemble des patrons, etc. Donc, si l'Europe doit se dire on ne peut plus continuer à ce qui était le cas, c'est-à-dire... Donc, il y a un sursaut, il y a un réveil. Il y a un réveil. Une sortie une prise de conscience. Dans les instances de Bruxelles, parler d'autonomie stratégique européenne ne faisait pas de sens il y a encore 4-5 ans. C'est-à-dire qu'ils considéraient qu'une grosse partie d'Europe de l'Est, mais des Allemands aussi, considéraient que notre allié stratégique, c'était les Américains. Parler d'autonomie européenne, en soi, n'avait pas de sens. Aujourd'hui, je comprends. On peut déjà une étape franchie. Il y a une étape franchie qui est reposer sur un allié qui fait preuve d'unilatéralisme très fort, qui fait un pivot stratégique vers l'Asie, c'est plus tellement raisonnable. Est-ce que c'est un thème qui peut aller au-delà de la défense ? Je vous bouscule un peu, Hervé, je suis désolé parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Sur la défense, je crois qu'on a tous compris la logique et vous dites que c'est le socle, le premier socle de notre indépendance. Mais est-ce que ça peut aller au-delà ? Mais si ça ne va pas au-delà, c'est mort. Et qu'est-ce que c'est qu'une défense si la technologie... vous n'êtes pas autonome sur votre technologie. Ouais. Si vous dépendez de toute la technologie américaine, à un moment donné, vous ne pourrez pas vous dire non, mais sur la défense, on est indépendant. Enfin, CF, le débat qu'il y a eu avec Starlink sur les datas, mais sur toute la technologie embarquée. Donc, et sur les outils. Si le ministère de la Défense français travaille avec Palantir, donc si on doit reconstruire une autonomie stratégique, effectivement, le gros enjeu, c'est de ne pas en faire qu'un sujet de défense. Au contraire, c'est de dire c'est d'abord un sujet technologique, c'est d'abord un sujet industriel, c'est d'abord un sujet de sécurité alimentaire, de l'approvisionnement de ressources. Donc, est-ce que l'Europe sera en mesure... il va falloir faire une sacrée révolution copernicienne pour que ça puisse prendre. En tout cas, on voit rapport Draghi, mouvement politique, on voit bien qu'aujourd'hui... Draghi, il trouve que ça ne va pas, que le sursaut est trop lent. Oui. Mais on a au moins... Voilà, avant, il n'y avait même pas de voix pour réclamer un sursaut. Ouais. Hervé Goulet, 1 minute, Hervé Goulet-Ker. Oui. Je suis désolé parce que je me mettrai fin au débat ensuite. Le monde change, les règles du monde changent et les nouvelles règles sont imposées par ceux qui sont puissants. Et on voit bien que c'est tout le jeu de Trump aujourd'hui. Donc dans ce contexte-là, s'affirmer en tant que puissance, alors qu'on ne l'est pas, alors qu'on n'a pas une capacité à créer les nouvelles règles, c'est quand même assez compliqué. Le monde dans lequel on est, ça ressemble au monde des 17e et 18e siècles. On se coalise entre petits, moyens, contre un gros qui nous ennuie. Et donc, l'Union européenne, elle va être bouleversée par des coups des uns des autres et un devoir de répondre à tous ces coups. Est-ce qu'elle va réussir à être assez forte pour s'embarquer dans cette aventure ? C'est quand même assez compliqué, sachant qu'une partie des Européens sont dans la nostalgie de l'histoire d'hier et veulent s'y accrocher. On s'arrêtera là pour ce soir et cette partie européenne du débat. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Hervé Goulet-Ker, Accuracy, Hervé Guez, Mirova et Benoît Pelloual, Natixis Wealth Management.